si le mouvement va plus loin, ça peut aller beaucoup plus vite qu'en 1788 ou en 1968 pour une raison très simple. C'est que, vous avez les réseaux sociaux qui permettent de voir qu'il y a un engouement. 2, vous avez ce que vous n'aviez pas en 68 et en 1788, des sondages permanents et quotidiens qui disent que l'opinion publique soutient majoritairement le mouvement. Donc les gens se sentent en plus comme ça un peu confortés. Et puis vous savez, il y a je crois que vous aviez une question sur le parallèle avec 68 ou la Révolution française. Voilà, il y en a beaucoup qui le comparent, même avec 68 et la Révolution française. Moi, je ne comparerais pas avec mai 68, parce que mai 68, c'était d'abord une petite partie de la société intellectuelle, des étudiants. Alors certes, c'est un mouvement qui a été rejoint après par les syndicats et les ouvriers. En revanche, on va dire pas, le parallèle avec la Révolution française, il est évident. En 1788, par quoi ça commence ? Ça commence par le poids de l'impôt, la question d'un impôt qui pèse trop sur les classes populaires. C'est ça quand même, à la base. Et ce qui est terrible d'ailleurs, c'est que ça commence aussi par une manipulation des parlementaires de l'époque, qui étaient des cours de justice, qui n'étaient pas le Parlement comme aujourd'hui, qui était la petite élite contre le roi, forme d'opposition, qui disait elle-même qui essayait elle-même de lutter contre les ordonnances du roi qui voulaient leur faire payer des impôts à eux. Et les parlementaires de l'époque ont joué le roi contre le peuple. Il y a eu un peu de manipulation, je ne dis pas que c'est le cas là, mais il y a eu un peu de manipulation, ils ont joué le roi contre le peuple, ils ont tous été balayés d'ailleurs, parce que les parlementaires eux-mêmes ont été balayés par la suite. C'est ça ce qui s'est passé, tout le monde a été balayé. Et en 1788, ça commence par quelque chose d'anecdotique, ça commence par une taxe. Il ne faut pas oublier ça, quelque chose de totalement anecdotique, et qui finit petit à petit par dire « et puis il y a ça aussi, et puis ça aussi, il faudrait le corriger, et puis ça ». Et les gens commencent à se lâcher, et commencent à dire tout ce qu'ils ont envie de dire depuis des années. Et c'est là où... et puis au bout d'un moment, il ne faut pas oublier que c'est là où il y a un parallèle, c'est la violence. C'est une forme de violence. Ce que je vais dire, je vais prendre beaucoup de précautions avec ce que je vais dire, parce que je l'ai dit hier aux étudiants, et c'est pas du tout... Je voudrais pas qu'on le prenne mal et qu'on pense que je suis favorable ou pas. Je suis pas du tout favorable à la violence. Qui peut être pour la violence ? Personne ne peut l'être. Simplement, je voudrais quand même qu'on rappelle historiquement à ceux qui nous disent là et qui pleurent sur 3 tags sur l'Arc de Triomphe là, que la violence c'est contre la République, c'est pas la République, etc. Ces gens-là ne connaissent rien, ou alors ils feignent de ne pas connaître. Ce qui a fait la République à chaque fois, c'est la violence. La violence, en France, c'est comme ça. On peut le regretter. Je ne dis pas que c'est ce qu'il faut reproduire. C'est pas du tout ce que je dis. Mais simplement, il faudrait qu'on comprenne que la violence a toujours en France été un outil politique. Un média politique. Et je vous disais ça tout à l'heure avant qu'on démarre, mais à chaque fois qu'on a changé de constitution dans ce pays, c'est soit une révolution, soit une guerre mondiale. Il faudrait quand même rappeler cette évidence, ou soit une menace de coup d'État, de guerre civile avec l'Algérie. C'est à chaque fois qu'on a changé de constitution, on n'a jamais, vous ne voyez pas que les gens se sont dit progressivement, on va faire évoluer le régime, on va faire une planification, une grande concertation de 6 mois. Jamais ça s'est passé comme ça. Jamais. La violence a été toujours un outil politique. Le monument abîmé, pardon. Le palais des Tuileries, il a été une fois détruit et une autre fois incendié. Bah oui, c'est comme ça. Les gens se disent, c'est aussi nos monuments, ils nous appartiennent, après tout, on les détruit si on veut. C'est comme ça que ça s'est passé dans l'histoire. La violence en France fait partie de l'arsenal politique. Et c'est très malheureux pour le gouvernement, mais j'allais dire, regardez quand même ce qui s'est passé, c'est que, fondamentalement, une fois de plus, ça a été confirmé. Puisque qu'est-ce qui fait réagir cette semaine le gouvernement et qui lui impose le moratoire et puis maintenant l'annulation des taxes et puis à chaque jour on annule un truc en plus là maintenant. Qu'est-ce qui l'a fait réagir ? Vous croyez que c'est les ronds-points à Thouars, à Châtellerault, à Châteauroux décidément, ça fait 3 fois que je cite Châtellerault, j'ai rien contre Châtellerault, mais et vous croyez que c'est les gens qui bloquent les ronds-points dans les petites villes de province ? Aucune importance pour Paris, ça n'a pas d'impact. Ça aurait pu durer très longtemps. Qu'est-ce qui a fondamentalement fait réagir le gouvernement ici ? C'est la situation violente de samedi. C'est ça qui s'est passé. Voilà. Justement, le gouvernement ne se trouvait pas face à un dilemme s'il craquait au début.
s'ils craquaient au début, les gens allaient demander encore plus parce que c'était assez facile de faire changer le gouvernement sur une taxe ou sur une proposition. Et justement, s'il y a de la violence, les gens vont aller encore plus loin parce qu'il n'y a que la violence qui fonctionne dans le futur. Oui, c'est sûr. Là, c'est une prime à la violence en même temps. Mais en même temps, ils sont piégés. Je dis pas que leur situation est facile, là, mais enfin, ils ont été très mauvais quand même au début. Donc, en même temps... ça se paye, oui, c'est sûr. Mais là, je ne dis pas que leur situation est facile. Ils sont dans une impasse, à mon avis, puisque c'est la question de comment on en sort. Si ça continue à prendre vraiment, ce qui commence à être le cas, parce que moi, je vais vous dire, je me suis trompé quand j'ai vu Édouard Philippe annoncer le moratoire. C'était mardi. J'ai dit à ce moment-là autour de moi, bon, ça y est, ça va se calmer. Et c'était pire. Le soir même, c'était pire. D'ailleurs, près de là où j'allais faire mes courses, il y avait encore plus de gilets jaunes que la veille. Et du coup, je me suis dit, là, c'est différent. Là, attention, on est peut-être en train de vivre quelque chose qui est différent. Il faut aussi retenir quelque chose, on fait le parallèle avec l'histoire. Le parallèle avec l'histoire, on n'est pas le seul à le faire, nous. Les gilets jaunes le font, en fait. Et que ce soit fantasmé ou réel, quand vous avez l'impression de faire l'histoire, ça vous donne une énergie et ça vous donne un dépassement de vous tout à fait considérable. Vous voyez les gens chez les Gilets jaunes qui témoignent. Bien sûr qu'il peut être extrêmement dangereux, évidemment, parce que vous vous sentez investi par l'histoire et donc vous sentez que tout est possible et à ce moment-là qu'il n'y a plus de normes, qu'il n'y a plus de... Bien sûr, c'est extrêmement dangereux, mais ça donne une énergie, c'est très français d'ailleurs, mais à chaque fois en France, on reconvoque l'histoire sans arrêt. C'est-à-dire qu'on a l'impression, je ne sais plus quel historien disait, la France c'est le pays la révolution n'est jamais terminée en fait. Elle est toujours là. Et ça, c'est quand même, ça donne une énergie forte. On voit les gens disent, enfin moi j'étais très touché par le témoignage d'une maman, d'une sexagénaire qui n'avait jamais manifesté de sa vie et qui était dans un petit truc et qui dit, mais vous êtes là tous les jours, vous prenez votre temps, dit oui parce que de toute façon maintenant l'important c'est plus moi, c'est mes enfants, c'est la trace qu'on va laisser dans l'histoire, vous voyez le mécanisme qui est en train de se produire dans les têtes et qui est en train, peut-être être un fantasme pour eux, mais en attendant, ça leur donne une énergie extraordinairement forte. Et c'est là où, quand je vois les préavis de grève de la CGT, maintenant j'ai même vu ce matin un syndicat de police qui a déposé un préavis de grève pour samedi. C'est-à-dire que la seule chose qui répond encore, c'est la machine administrative de l'État et la machine policière. Je pose la question, jusqu'à quand ? Jusqu'à quand la machine administrative et policière va répondre ? Parce que le jour où les commandes ne répondent plus, là, c'est terminé. Et donc, je crois que la solution, maintenant, il n'y a pas de bonne solution. Je crois qu'il faut... La seule chose qu'on peut apporter, puisque les institutions ne sont clairement plus légitimes... Là, il y a un problème de légitimité des institutions. On dit c'est contre la République, mais les gens considèrent que la République, c'est eux, maintenant. Donc, c'est un vrai problème. Ça incarne plus... Je ne vois pas de solution en dehors pour purger vraiment les choses, d'une vraie solution institutionnelle, mais c'est-à-dire d'un vrai changement institutionnel. Je ne vois pas autrement parce que, de toute façon, le gouvernement ne peut pas répondre à des revendications extrêmement disparates et contradictoires. Comment vous voulez faire ? Donc, je crois que très très vite, il va falloir, si on veut limiter les dégâts, ou dissoudre, ou envisager autre... Je ne vois pas comment je vois pas comment on peut répondre autrement que de manière forte pour calmer très vite les choses. J'entrevois pas d'autre solution. Et pour l'avenir, et j'en termine par là, je ne vois pas comment on fera aussi l'économie maintenant. Je crois que c'est la démocratie représentative qui est en train concrètement de mourir et d'étouffer là. Et je ne vois pas comment on fera l'économie d'injecter concrètement de la démocratie directe maintenant. Les gens ne veulent plus juste être consultés dans les villes sur un budget, je vois un budget participatif comme on met dans les villes. Ça, c'est pour calmer les gens en leur disant écoutez, on vous donne 700 000 € et vous allez pouvoir faire des pièges à guêpes et puis ça va savoir si le banc est bleu ou rouge sur telle place. Ça ne marche plus, ça. Les gens, ils ont envie de décider vraiment, en fait, et de décider tout le temps. Et c'est-à-dire de revenir en fait à ce qu'était la démocratie, la vraie démocratie en Grèce quand même. C'était ça, la démocratie grecque n'avait rien à voir avec ce qu'est la démocratie représentative aujourd'hui. Mais comment on met ça en place ? Je sais pas, mais on ne fera plus l'économie de la démocratie directe, non seulement au niveau national, mais aussi au niveau local. Là, fondamentalement, on ne fera plus l'économie de la démocratie directe. Il faut le faire vite, il faut le faire proprement. Il faut faire évoluer les institutions, la Constitution. Il faut le canaliser très très vite. Il faut que le président de la République, qui est un type intelligent, le comprenne vraiment.
C'est-à-dire maintenant on engage une vraie transition, pas la concertation qui va vous noyer dans les préfectures, dans vos villages, vous allez pouvoir parler à un préfet. C'est plus le problème, les gens ne veulent pas parler à un préfet. Les gens ne veulent pas une concertation qui ne deviendra rien parce qu'au final, c'est le Parlement qui décidera. Parce que le Parlement, pour eux, n'est plus légitime. Donc il faut, quand les institutions sont plus légitimes, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut re-rendre les institutions légitimes. Voilà. Merci Léo Gabillard pour toutes ces réponses qui sont éclairantes. Merci à vous. On espère que vous aussi vous avez pris du plaisir et que vous avez mieux compris ce mouvement des Gilets jaunes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter et même à nous suivre sur nos réseaux sociaux. Sur Facebook, sur Twitter, on met les liens dans la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, il y aura plusieurs types de contenus durant toute l'année. Et posez-nous nos questions sur Curious Cat. A très bientôt sur Actu & Co.